Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux violences et crimes de masse dans la Seconde Guerre mondiale, et plus spécifiquement à la question de la Shoah et au génocide des Tziganes par les nazis. Alors avant toute chose, un génocide, c'est quoi? La définition du génocide a été créée par Raphaël Lemkin, qui a créé lui-même le terme en 1944 dans son ouvrage Axis Role in Occupied Europe. Le génocide, donc, c'est un ensemble d'actes commis dans l'intention de détruire tout ou partie d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Ce crime de génocide est reconnu par l'ONU au même titre que les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, et c'est un des chefs d'inculpation des dirigeants nazis lors des procès de Nuremberg. Ce qui est important dans cette définition et qu'il faut retenir, c'est ça, c'est que finalement, un génocide, c'est une politique d'État qui a été planifiée, autrement dit, qui a été pensée, organisée, et qui est mise en œuvre. Il ne faut pas seulement qu'elle soit pensée, il faut vraiment qu'elle ait eu lieu, pour qu'on puisse ensuite parler donc d'un crime de génocide, d'un génocide tout court. Parler de génocide, c'est bien, c'est juste, mais souvent on parle de Shoah aussi, et c'est quoi la différence, quel mot est-ce qu'il faut employer? Bref, petit point de vocabulaire sur la question. Alors, il y a plein de mots différents qu'on peut utiliser, effectivement. Rien que pour ce qu'on appelle la Shoah, vous avez une dizaine de mots déjà qu'on peut utiliser. Le plus couramment utilisé, en tout cas auparavant, c'était le terme d'extermination. Bon, sauf que ça c'est un terme qu'on va éviter d'utiliser parce que finalement on extermine la vermine, voilà, c'est le vocabulaire des nazis, on évitera de parler comme eux. On peut aussi utiliser le terme de génocide, on l'a vu juste auparavant, ça c'est le terme juridique, ça fonctionne très bien. On peut parler d'urban, ça c'est le terme de destruction en juif, parce que finalement, effectivement, les juifs d'Europe, de l'Est en particulier, ont été éliminés par tout ça. C'est aussi le choix qui a été fait finalement par Raoul Hilberg quand il a intitulé son ouvrage La destruction des juifs d'Europe. On trouve aussi souvent le terme de solution finale pour parler du génocide des juifs. On va éviter de l'utiliser puisque finalement ce terme de solution finale, il avait été utilisé juste, entre guillemets, juste, par les nazis pour désigner la solution à trouver à un problème qui était le problème que leur posaient les juifs par le simple fait d'habiter et d'exister dans l'Europe. Donc on parle peut-être plutôt du terme de Shoah, en fait ici, qui signifie catastrophe en hébreu, puisque vu le nombre de juifs qui ont été assassinés pendant la Seconde Guerre mondiale, on peut effectivement parler d'une catastrophe. Donc dans le cours, ici, on parlera de la Shoah pour désigner le génocide des juifs. Pour parler du génocide des Tziganes, on trouve souvent aussi le terme de Samudaripen. Voilà. A priori, vous savez à peu près tout. Maintenant, on peut se lancer dans le cours. Avant de comprendre comment a été très concrètement mise en œuvre la Shoah, petit retour en arrière. Alors, Hitler n'a pas inventé grand-chose, qu'on soit très honnête. Voilà. Par contre, le cœur de l'idéologie nazie, le fondement de l'idéologie nazie, est résumé dans son ouvrage Mein Kampf qu'il écrit en prison suite à son coup d'état raté et qui paraît du coup en 1925. Pour faire simple, dans son idéologie, on a notamment ces deux éléments qu'on a ici. La volonté pour l'Allemagne de conquérir un espace vital qui va lui servir du coup à assurer ses besoins. Voilà, donc il faut un territoire suffisamment grand pour accueillir tous ceux qui parlent allemand, tous les membres de la nation allemande, et aussi pour exploiter des ressources pour pouvoir être autonome. Ça c'est la première idée. La deuxième idée, pour faire simple, c'est que les Aryens sont la race des seigneurs, et qu'en fait tout leur est dû. Et donc, dans cet espace vital, dans la Grande Allemagne, il va falloir éliminer les Juifs, qui sont une menace éternelle pour les Germains, pour les nazis, en somme. Cette idéologie va se traduire très rapidement, du coup, par des lois dès la prise de pouvoir des nazis. Ils arrivent au pouvoir en 1933, et dès 1935, on a les lois de Nuremberg, donc qui sont des lois qui limitent très fortement les libertés des Juifs. Par exemple, ils ne peuvent plus être fonctionnaires. Mais les nazis vont plus loin, ils renforcent encore ces lois antisémites avec les ordonnances de 1938, et puis on a des grands pogroms qui sont organisés, comme celui qu'on appelait la Nuit de Cristal entre le 9 et le 10 novembre 1938, qui en fait se perpétue tout le mois de novembre. On a quand même plus de 2000 morts à cette occasion-là. Donc très concrètement, on a des violences qui se traduisent envers les Juifs, des violences politiques et des violences très concrètes, dès le début du régime et bien avant la Seconde Guerre mondiale. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne attaque la Pologne, envahit la Pologne, et se retrouve donc avec des nouveaux territoires en Europe de l'Est, la Pologne qui abrite énormément de juifs, et puis, vous le savez déjà, l'Allemagne aussi, après, va se retourner à l'ouest, contre la France notamment, où on a aussi beaucoup de juifs. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que, au milieu de l'année 1940,
Les nazis, ils sont très contents, hein. Ils ont gagné une bonne partie de la guerre, finalement, ils ont agrandi considérablement leur territoire à l'est et à l'ouest. Seulement, dans ce grand territoire, il y a beaucoup de juifs, et donc, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir en faire? Que faire alors des 4 millions de juifs vivant dans les territoires contrôlés par le Reich? Alors c'est Adolf Eichmann qui trouve un début de solution, puisqu'il imagine la possibilité de transférer 1 million de juifs vers Madagascar, donc autrement dit à l'autre bout du monde, pour ne plus avoir à les tolérer en Europe. Alors le plan tombe complètement à l'eau, puisque les Britanniques contrôlent encore les mers à ce moment-là, et donc les nazis ne peuvent pas déporter la population juive, ils vont devoir du coup s'en occuper autrement et trouver une autre solution pour régler ce problème. Mettez bien les guillemets. Pour transformer l'Europe de l'Est en espace vital pour l'Allemagne, les nazis souhaitent donc coloniser une bonne partie des pays d'Europe de l'Est. Le souci, c'est que c'est dans cette région d'Europe que vivent la plupart des juifs. Du coup, dans leur plan général pour l'Est, ce plan de colonisation, les nazis imaginent du coup l'évacuation des juifs de la zone, qui va se traduire en fait de deux façons, finalement par la mort d'une partie d'entre eux, et aussi par la ghettoisation de juifs dans les grandes villes de Pologne en particulier. Mais en fait, vous avez à peu près 400 ghettos qui sont construits dans les villes d'Europe de l'Est. Vous vous souvenez du plan Barbarossa? Quand Hitler décide soudainement, en tout cas à la grande surprise de son voisin, de se retourner, de rompre le pacte germano-soviétique et d'attaquer l'URSS. Cette action a des conséquences non seulement sur l'URSS, les soviétiques, mais aussi sur les juifs qui vivaient en Europe de l'Est. Puisque la violence des nazis va grimper d'un cran. Lancés dans la guerre d'anéantissement du voisin soviétique, les Einsatzgruppen suivent la progression de la Wehrmacht, à l'Est. Ils doivent sécuriser l'arrière en se saisissant de tous les opposants au régime. Deux types d'ennemis sont ciblés, les cadres soviétiques et les juifs. Répartis en 4 groupes d'intervention, les Einsatzgruppe A, B, C et D, ils assassinent hommes, puis femmes et enfants. À Babi Yar, dans les environs de Kiev, plus de 30 000 juifs sont abattus en 2 jours après la prise de la ville, les 29 et 30 septembre 1941. On estime ainsi qu'entre 500 et 800 000 juifs ont été exécutés par les Einsatzgruppen et les forces auxiliaires de police. Le génocide est déjà en marche à l'Est. Celui-ci se précise en janvier 1942, quand se déroule, à la demande d'Hitler, la conférence de Wannsee. Eichmann, Heydrich, qui est l'ancien directeur de la Gestapo et ministre de l'Intérieur d'Hitler, et de nombreux hauts dirigeants du parti nazi décident de mettre en œuvre la solution finale à la question juive, autrement dit, et comme le présente Eichmann dans son tableau bilan, l'élimination des 11 millions de juifs d'Europe. Alors quand on pense du coup à l'élimination des juifs d'Europe, on pense forcément aux chambres à gaz. Sauf que ça n'a pas commencé du tout comme ça. En fait, les nazis, leur première idée c'était d'abord de tuer les juifs par le travail, autrement dit de faire d'une pierre deux coups. La force de travail des juifs allait contribuer au développement de la Grande Allemagne, et puis s'ils mouraient en cours de route, c'était une bonne chose pour les nazis. C'est pour cela qu'une partie des juifs a pu intégrer des camps de travail, c'était une minorité seulement, attention, et puis c'est aussi à ça qu'on servait les ghettos, puisqu'on avait des groupes de travail justement qui quittaient les ghettos régulièrement pour reconstruire des routes, etc. à proximité. Partout dans les territoires dominés par les nazis, les juifs sont raflés puis déportés en direction des camps de concentration et puis des camps qui vont devenir les camps de mise à mort. D'abord, donc, ils meurent plutôt par le travail, ensuite on les tue en masse par balles, mais les balles coûtent cher, et les nazis trouvent assez rapidement en fait une autre solution, qui est la solution du gaz. Ils utilisent d'abord des camions à gaz, et puis ils vont créer les chambres à gaz, de triste mémoire. Ces chambres à gaz, qu'on appelle aussi installations homicides, se trouvent dans les grands centres de mise à mort qui sont à l'est du Grand Reich, surtout dans le gouvernement général de Pologne. Ces centres de mise à mort ont été créés en fait à proximité des grands ghettos. Si vous regardez bien la carte, on voit qu'Auschwitz-Birkenau est à côté de Cracovie, que Revno est à côté de Lodz, que Treblinka est à côté de Varsovie, que Belzec est à côté de Lvov, etc., etc., etc. Ces centres en fait ont servi en premier pour éliminer les juifs des ghettos avant de servir aux juifs qui ont été déportés dans cette région de la Grande Allemagne, du Grand Reich. Ces centres de mise à mort avaient une seule et unique fonction, la mise à mort. Les juifs qui arrivaient donc par convoi entier arrivaient par la gare
étaient délestés très rapidement de tous les biens qu'ils possédaient, puis ils étaient conduits directement à la chambre à gaz, où ils étaient assassinés. Certains étaient ensuite brûlés, d'autres pouvaient être ici, dans le cas de Belzec, être enterrés directement dans des grandes fosses communes. L'un de ces camps était quand même très particulier, je veux parler bien évidemment du camp tristement célèbre d'Auschwitz-Birkenau, qui est en fait le camp qui a été le plus longtemps en activité, c'est le seul centre de mise à mort qui n'a pas été rasé complètement par les nazis, bien qu'ils aient fait sauter les fours crématoires à leur départ. Ce camp a donc une particularité, c'est que non seulement il y a des installations homicides, c'est ce que vous voyez avec les crématoriums 2, 3, 4 et 5 ici de Birkenau, mais c'est aussi un camp de concentration, un camp de travail, et il y a environ 200 000 juifs qui ont été sélectionnés pour aller travailler à Auschwitz. Et c'est un cas unique, du coup, dans le monde concentrationnaire nazi, d'avoir gardé quelques juifs pour travailler et ne pas les avoir mis à mort tout de suite. Pour la grande majorité, c'est vraiment ce qui se passe. À l'apogée du camp, en mai-juin 1944, on arrive à tuer jusqu'à 6000 personnes par jour. Ça correspond au moment où vous avez 440 000 juifs de Hongrie qui sont déportés à Auschwitz. On arrive sur la fin de la guerre, les nazis accélèrent fortement le processus génocidaire. Auschwitz est resté célèbre, non seulement parce qu'on a retrouvé une bonne partie du camp, c'est ce qu'on disait, du camp de concentration en particulier, mais aussi parce que c'est là où on a tué le plus de personnes finalement, puisqu'en tout et pour tout, on a 1,1 million de personnes qui ont été assassinées à Auschwitz entre l'ouverture du camp en juin 1940, le tout début du camp, et puis sa libération, ou plutôt sa découverte, par les troupes soviétiques en janvier 1945. En tout, la Shoah fait donc 6 millions de victimes juives en Europe, autrement dit 60% de la population totale des juifs d'Europe, surtout dans les pays d'Europe de l'Est, vous l'aurez bien compris, et c'est le génocide le plus important de l'histoire à ce jour. Et donc on a beaucoup parlé des juifs et de la Shoah dans cette vidéo, mais dès le titre, je vous l'avais annoncé, on parle aussi quand même un petit peu des Tziganes, puisque eux aussi ont été victimes des persécutions des nazis, eux aussi ont été massacrés en masse, et eux aussi ont subi un génocide important, puisque 200 000 d'entre eux ont été tués, et si vous vous souvenez du petit plan qu'on a vu juste avant sur Auschwitz, les Tziganes aussi étaient détenus à Auschwitz. Donc il y a quand même beaucoup de similitudes entre les deux populations, et donc je répète, les chiffres qu'on a ici, 6 millions de juifs assassinés, 200 000 Tziganes assassinés, voici les chiffres à retenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui vous résumait brièvement la Shoah et le génocide des Tziganes, et à très bientôt en classe.